2 heures. Europe 1 va battre au rythme de votre cœur, puisque chaque soir entre 23h et 1h, vous pouvez laisser libre cours à vos émotions, à vos interrogations, à vos doutes. En parler, c'est déjà les apprivoiser, alors profitez-en. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba et Justin, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez à tout moment vous joindre à nous si vous vous retrouvez dans une histoire, si vous voulez dialoguer avec un auditeur ou avec une auditrice. Vous pouvez également à tout moment envoyer un petit message au 7 21 21 en le commençant par le mot nuit, ou nous écrire sur le site europe1.fr. Des messages justement qui arrivent à propos de la hotte de Noël. Un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, c'est pas signé, qui me dit: c'est au cours de votre émission que j'ai gagné et reçu ce matin un GPS. Alors merci à Europe 1. Et puis justement un autre message d'un autre auditeur qui dit: je viens de recevoir mes cadeaux de la hotte de Noël. Merci à Europe 1. Comme quoi, voilà, vous êtes inscrits et certains ont eu la chance de gagner. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et on accueille tout de suite Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Alors, je vous appelle parce que je vous avais déjà appelé il y a quelques mois par rapport à la relation que j'avais avec mon petit ami. Oui. Donc, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Et je vous avais appelé parce que, en fait, il culpabilisait pas mal sur certaines choses, dont le fait qu'on ait des rapports. Et pourquoi ça le faisait culpabiliser? Par rapport à sa religion et son éducation surtout. Mais pourquoi? Parce qu'il est très croyant et pratiquant. Il est de quelle religion? Musulman. Oui. Et donc, c'était une source, si vous voulez, de tension pour lui, parce que il était quelque part tiraillé entre l'envie de le faire et puis, d'un autre côté, l'éducation qu'il avait reçue. Il se culpabilisait à l'idée que sa mère le sache, ce qu'elle en penserait, etc. Et puis, en fait, si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 semaines, il a rompu. Et il a remis ça un peu sur le tapis. De quelle façon? Disons qu'en fait, il n'a pas rompu pour ça. On s'est disputé sur... à vrai dire, je pourrais même pas vous dire sur quoi on s'est disputé. Et en fait, il m'avait prévenu à la dernière dispute que nous avions eue que la prochaine serait fatale, parce que il ne supportait pas qu'on se dispute, il ne supportait pas les tensions, et il me reprochait beaucoup mon caractère. Et du coup, là, ça n'a pas manqué. Il a décidé de rompre, et de manière assez violente et inattendue. Si vous voulez, je savais qu'il y avait des tensions. Quelques moments de tension, c'était pas tout le temps comme ça. Hein. Mais que quand il y avait des tensions, ça l'agaçait, ce qui est normal. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il saute le pas. Et là, en fait, il devait partir en vacances le lendemain, retrouver ses parents chez lui, partir pour 3 semaines et demie. Et puis, la veille de son départ, on s'est disputé sur quelque chose de totalement anodin, et il a un petit peu
amplifié les choses et a décidé de rompre en employant des termes assez durs. Et si vous voulez, non seulement je ne m'attendais pas à ce qu'il rompe, mais en plus je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il me dise des choses pareilles. Enfin, je suis vraiment tombée de haut. Oui, mais justement, est-ce que vous semblez dire qu'il s'est servi d'un prétexte pour rompre, au fond En fait, pas vraiment d'un prétexte, parce que je savais que voilà, il était déjà été dans une période assez tendue psychologiquement pour lui, puisqu'il venait d'achever ses partiels, et puis qu'il travaillait quand même d'arrache-pied pour les réussir. Et je sais que là, avec la pression qui retombait, il était à fleur de peau. Mais là, si vous voulez, il m'avait prévenu que la prochaine dispute, elle passerait plus. Oui, mais enfin, ça ne va pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est au nom de cette idée, parfois d'ailleurs assez répandue, que quand on s'aime, il ne doit pas y avoir de dispute. J'aurais tendance, si vous voulez, au cours de la dispute, il m'a dit qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne m'aimait plus, qu'il me détestait, que je lui faisais du mal, alors que je vois pas en quoi le fait qu'on se dispute de temps en temps par rapport à tout ce qu'on peut vivre à côté, ce soit, ça prenne le dessus. Vous pouvez bien parler dans le combiné, s'il vous plaît, parce que par moment je vous entends pas bien. Non, mais le problème, c'est que vous vous disputiez beaucoup, et à propos de quoi ? C'est ça, parce que ça revient beaucoup, ces tensions, les disputes, voilà. Mais oui, mais justement, qu'est-ce que ça a caché ? Parce que je me souviens de votre appel, de cette culpabilité de ce garçon, alors qu'il travaillait par ailleurs d'arrache-pied. Il faisait des études de quoi ? Médecine. Oui, c'est ça. Donc, qui travaillait d'arrache-pied, et qui en même temps était dans une culpabilité parce que en contradiction avec ses valeurs familiales, ses valeurs religieuses. Donc, de toute façon, d'une certaine façon, il était dans une transgression. On en avait longuement parlé ensemble, Marie. Donc, est-ce qu'il vous faisait pas payer tout ça ? Vous voyez, il assumait pas, au fond, cette histoire, cette relation. Je pense qu'il y a ça, puisque au cours de la dispute, il m'a dit que de toute manière, je n'avais pas respecté son souhait de ne rien faire, qu'il avait essayé de s'acclimater finalement à ce qui se faisait ici en France, et qu'il avait cédé à ses pulsions, mais qu'en gros je ne l'avais pas aidé à se retenir. Oui, non, mais attendez, c'est un peu facile de vous dire ça aussi. On en avait parlé. C'est un peu facile. Il vous fait culpabiliser de susciter du désir. Fait culpabiliser, si vous voulez, ce qu'il m'a dit là, pour moi, ça ne m'a pas du tout fait culpabiliser. J'ai trouvé ça même assez lâche. Oui, non, mais parce que après tout, il n'assume pas ses désirs, son désir pour vous. Bon. Donc, c'est son problème à lui, que ça lui pose un problème de conscience, parce qu'à ce moment-là, il avait qu'à aller vers une jeune femme de sa religion, pratiquante comme lui, il n'aurait pas eu ce cas de conscience, Et d'autant plus qu'il ne m'a pas attendu pour avoir une expérience sexuelle. D'autant plus. Donc, il n'était pas vierge en vous rencontrant. Donc, il avait beau jeu de... Non, mais je crois qu'il y a un problème certainement au-delà de, après ce que vous avez pu vivre dans votre relation de transgression. Est-ce que sa famille, vous connaissez ? Non. Ouais. Sa famille ne me connaissait pas parce qu'en fait, toute sa famille est dans son pays d'origine. Et si vous voulez, il m'avait déjà invité plusieurs fois en été à passer quelques semaines avec sa famille. Ah, quand même, oui. Oui. Et il tenait vraiment à me présenter à ses parents. Et d'ailleurs,
le week-end qui a précédé cette rupture, il avait tenu à ce que je parle avec ses parents, à ce qu'on discute par webcam interposée, etc. Donc pour lui, il avait vraiment envie que... Oui, alors je comprends que vous soyez très déstabilisé, parce que le week-end avant, il tient à vous présenter à ses parents, par le webcam interposé, et le week-end d'après, il rompt en vous disant qu'il ne vous aime plus. Oui, oui. Et en fait, il y a ça qui me déstabilise, qui me perd, en fait. Et puis, il y a aussi le fait que depuis quelques temps, il avait quand même un comportement assez, assez déstabilisant. Son comportement général était déstabilisant. Parce que... Dans quel sens ? Dans le sens où, en fait, il alternait un peu des comportements tendres et des comportements distants. Par exemple, quelques heures avant qu'on se dispute, il était très tendre. Il me demandait de l'aider à choisir un cadeau pour sa mère. Il était vraiment... J'étais en train de réviser ce que j'avais aussi mes examens de mon côté. Et puis, il m'aidait. Il était auprès de moi. Et puis, à côté de ça, de temps en temps, il était distant, un peu froid. Mais ça, si vous voulez, c'était sans transition, quoi. J'avais l'impression qu'il était assez lunatique. Et du coup, c'est vrai que j'étais assez déstabilisée parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il... C'est très perturbant, oui. Oui. Et il n'était pas comme ça au début de votre relation ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et depuis combien de temps vous avez observé ce comportement-là chez lui, environ ? Je dirais depuis quelques mois. En fait. Et est-ce qu'il avait tendance à être dévalorisant dans ses propos ? Oui. Là, ces derniers temps, oui. Et surtout au cours de la dispute, en fait. Il avait tendance à m'infantiliser. Dans le sens où, par exemple, je suis une fille assez, assez sensible, voire hypersensible. Et c'est vrai que le fait que je pleure assez souvent, d'ailleurs au cours des disputes, que je pleure, lui, ça avait tendance à l'agacer. Mais vraiment. Ma susceptibilité l'agaçait. Mon manque de confiance l'agaçait. En fait, j'avais l'impression qu'il voulait avoir un roc devant lui. Et je suis une fille qui a un caractère assez fort. Je suis assez forte, je dirais, mentalement. Mais en même temps, je suis sensible. Et lui, non. Ça passait pas. Et du coup, il avait tendance à m'infantiliser en me disant qu'il fallait que je grandisse, que je mûrisse. Si vous voulez, j'avais un peu... Mais vous avez quel âge, vous avez quel âge, Marie ? J'ai 20 ans. Oui, vous êtes encore très très jeune. Il a quel âge, lui, ce garçon ? Il va avoir 22 ans. Oui, il est jeune aussi, mais enfin, finalement, il n'acceptait pas quand vous aviez, au fond, certains moments de doute, de fragilité, ce qui peut arriver à tout le monde. À ce moment-là, il se montrait très cassant. Oui. Très dur. Il ne savait pas vous consoler. Non. Bon, à sa décharge, il est jeune, mais il était très dur dans ces moments-là. Oui, il était très dur. Et si vous voulez, en fait, la raison qu'il me donnait, c'était que depuis le début, il essayait de me donner confiance, etc. Et puis, que là, il se sentait impuissant et qu'il avait l'impression que ça ne servait à rien. Que de toute manière, je ne changerai jamais. Oui, d'abord, écoutez, qu'est-ce que c'est cet avis définitif et tranché, vous dire à 20 ans que vous ne changerez jamais, c'est complètement imbécile de dire ça. On évolue tout au long de sa vie, à 20 ans, vous voyez, c'est rien n'est figé là. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette mission qu'il s'était donnée de vous faire prendre confiance, en vous, cela dit,
Bon, ça, au départ, c'était peut-être un côté un peu protecteur, pourquoi pas. Oui. Mais en tout cas, il s'y prenait très mal parce qu'il était plutôt, en tout cas, assez, pas dans les premiers temps, mais dans les derniers mois, là, assez cassant vis-à-vis de vous. Oui. Donc, bon, peut-être qu'effectivement, il voulait prendre quand même un peu d'ascendant sur vous, hein. Oui. Finalement, Oui, il oui, avait mais ça, ce côté-là, et qu'au fond, ça l'arrangeait bien aussi de vous sentir par moments, quoi qu'il en dise, un peu fragile, et que là, il avait cette personnalité assez autoritaire. Écoutez, j'ai vraiment ressenti les choses comme ça, parce que il aimait bien, par exemple, ces derniers temps, quand il était avec des amis, enfin quand on était avec des amis, je sais pas, il avait tendance à se montrer assez distant, à ne pas afficher sous ses sentiments, à montrer qu'il maintenait quand même une certaine distance entre lui et moi, qu'il avait quand même qu'il prenait un peu le dessus. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. En tout cas, en fait, il voulait montrer qu'il était détaché de moi. Alors que quand on était ensemble, c'était pas du tout le cas. Et auparavant, au début de notre relation, c'était pas du tout le cas non plus. Au contraire, ils sont très attachés, etc. Mais donc ces sentiments ont pu évoluer. Oui, je pense qu'ils ont évolué. Mais ça, si vous voulez, je suis quasiment sûre que ces sentiments ont évolué et qu'ils ne m'aimaient plus. Sur la fin. En tout cas, moins. Mais bon, donc et de toute façon, il était plus, cet homme était plus constructif pour vous. Cette relation, elle ne vous faisait plus de bien, Marie. Non. Mais en fait, si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que je me sens un peu perdue. Je ne nourris pas l'espoir qu'il revienne, parce que je ne sais même pas si aujourd'hui, s'il revenait, je voudrais repartir. Qui m'a dit des choses, voilà, tellement blessantes et oui, qui m'ont vraiment affectée, parce que j'ai toujours, il ne m'a rien demandé, mais j'étais toujours présente. Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez perdue? Ce qui fait que je suis perdue, c'est qu'en fait, je ne sais pas si, d'abord, ma réaction est normale, mais enfin, ça, c'est une question un peu bête, mais le fait, voilà, que je ne me sente pas plus attristée que ça me, dans un sens, je comprends que finalement c'est une délivrance. Enfin, en tout cas, il a fait ce que moi je n'osais peut-être pas faire. Mais d'un autre côté, finalement, là, il est parti depuis 2 semaines. Il va rentrer dans 1 semaine, et je ne sais pas comment réagir à son retour, sachant que de toute manière, je vais devoir le recroiser. Il a beaucoup d'affaires, j'ai beaucoup d'affaires à lui que je vais devoir lui rendre. On va forcément se recroiser. Vous appréhendez cela, mais finalement, oui. Vous n'êtes pas si peiné que ça de cette rupture. Vous dites, au fond, il a fait ce que vous n'aviez peut-être pas la force de faire. D'accord. Parce que moi, je ressentais qu'il ne m'aimait plus. Oui. En tout cas, qu'il ne m'aimait plus, je ne sais pas, mais qu'il ne m'aimait pas comme avant, et qu'il ne m'aimait pas non plus comme j'attendais qu'on m'aime. Oui, donc vous appréhendez plutôt de le revoir, ce qu'on peut comprendre. Écoutez, dans ces cas-là, attendez déjà voir où vous pouvez lui envoyer. Si vous avez des affaires à lui, il est important effectivement qu'il les récupère, parce que ça ne soit pas un moyen que ça reste un lien entre vous. Oui. Donc il est normal qu'il récupère ses affaires. À ce moment-là, vous pouvez très bien lui envoyer un texto, mais le plus neutre possible. Si vous voulez. Oui. En fait, lui, déjà, depuis qu'il est parti, il a vraiment coupé les ponts. C'est-à-dire qu'il ne m'a plus adressé la parole. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est ces affaires? Est-ce que c'est des affaires importantes? C'est des affaires assez importantes, oui, quand même. Bon, alors si ce sont des affaires importantes, il faut quand même que vous les lui rendiez. Donc, j'avais pensé à les donner à ses colocataires avant qu'ils reviennent. Très bien. Mais en fait, je crains pas sa réaction, mais
je sais que ça va le blesser dans le sens. Ah non, mais écoutez, non, Marie, là, écoutez, il faut que vous soyez claire, ou alors au fond, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait comprendre, une certaine ambivalence de votre part, c'est-à-dire qu'à la fois vous craignez de le revoir et puis en même temps, vous aimeriez quand même le revoir malgré tout, parce que peut-être avoir une autre explication, ne pas rester sur ces paroles blessantes, craindre de le blesser. Écoutez, lui n'a pas crainte de vous blesser en vous quittant. C'est pas le fait en vous quittant, mais en vous disant des propos, me dites-vous, très blessants. Donc vous n'avez pas à craindre de le blesser en donnant ses affaires à ses colocataires. Ça vous évite d'être en contact avec lui, et c'est le mieux. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, si vous voulez, ce que je redoute, c'est que l'image. Si vous voulez, j'ai pas envie. Pour être clair, j'ai pas envie de retourner avec lui. Simplement, l'image qu'il a conservée de moi, je la trouve assez injustifiée et je le trouve très dur envers moi. Et j'aimerais pas que mes gestes puissent encore nourrir davantage cette image très, très négative et mauvaise. Mais finalement. Marie, de toute façon, comme vous dites, c'est une image qu'il a de vous, et comme au fond, quand on quitte, on en parlait hier soir avec des jeunes hommes, et notamment le dernier jeune homme avec qui on a terminé l'émission, qui quittait, qui disait que c'était pas facile. On n'a pas le beau rôle quand on quitte, et parfois, alors c'était pas le cas de ce jeune homme, parce que lui au contraire était beaucoup dans la culpabilité, très attaché. Vous l'avez entendu? Oui, j'ai entendu. Mais parfois, du coup, on est tellement dans la culpabilité qu'on peut en devenir très agressif, et du coup on peut charger l'autre de tous les défauts. C'est-à-dire qu'on retourne la culpabilité qu'on peut éprouver en chargeant l'autre de tous les défauts, en le rendant presque responsable de tout. Donc, c'est évidemment que vous n'êtes pas ce qu'il dit. Il ne faut pas croire ses paroles. Mais il va falloir prendre de la distance par rapport à cela, Marie. C'est-à-dire que là, vous adhérez trop à son discours, mais en même temps, c'est ce qui est compliqué quand on a été dans une histoire d'amour et où finalement, à un moment, on fusionne un peu avec l'autre, on est un peu l'autre et un peu notre double, et c'est quand on se sépare, on a l'impression qu'il amène une partie de nous-mêmes et comme s'il nous façonnait un peu. Vous allez voir que vous allez vous retrouver aussi, vous, et vous rendre compte que l'autre porte un regard sur nous qui n'est pas forcément ce que l'on est réellement. En l'occurrence, là, il vous quitte et il vous balance une image de vous qui est très négative, mais qui n'est pas. Ce sont des images. Ce n'est pas la Marie que vous êtes. Donc aujourd'hui, après tout, vous laissez de vous une image, que ça lui plaise, que ça lui plaise pas. Il pense ce qu'il veut, ce garçon. C'est pas le problème, l'image que vous lui renvoyez. Ce qui compte, c'est comment vous allez maintenant avancer. C'est ça qui compte. Là, vous vous définissez encore par rapport à lui. Vous voyez, c'est normal parce que c'est très récent, la rupture. Donc vous êtes encore à vous définir en fonction de ce garçon. Vous allez voir que petit à petit, les semaines passant, les mois passant, vous n'allez plus vous définir en fonction de lui. Allez, je vous lis quelques messages par rapport à lui. Il y a Anne qui dit « J'ai 56 ans et j'ai juste envie de vous serrer dans mes bras. » Marie, dit Anne. Jean-Paul qui dit « De toute façon, ce garçon aurait continué à vous dévaloriser. » Olivier qui dit « Marie, il est temps de regarder les autres hommes. Votre ancien ami semble immature. Collé au sein de sa mère comme un bébé et névrosé. Vous pouvez trouver beaucoup mieux. » Et puis Eridan qui dit « Je pense que le problème fondamental de votre compagnon, c'est qu'il est déraciné. Son engagement avec vous a fait ressortir en lui un tempérament lunatique. Il semblait mal dans sa peau. Ne vous laissez pas gagner par une culpabilité qui n'appartient qu'à lui. » Et puis, beaucoup de messages qui arrivent pour vous.
c'est quelqu'un qui dit sa famille a peut-être fait pression sur lui pour stopper la relation avec une jeune femme qui n'était pas musulmane. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. Non, alors, si je peux me permettre, non, ça par contre, non, pas du tout, non. Parce que au contraire, ils étaient même, ils tenaient vraiment à me rencontrer, et ça faisait quand même 2 ans qu'on était ensemble, et ça faisait 2 ans qu'ils voulaient me rencontrer, donc là-dessus, je pense, voilà. Alors il y a Yasmina qui dit: il est difficile de vivre avec une personne de religion différente. Ne vous faites pas détruire, pensez d'abord à vous et passez à autre chose. Il n'assume pas. Bon, alors en même temps, c'est vrai que ça peut être difficile, et puis en même temps, parfois, ça reste possible à condition qu'il y ait de la tolérance de part et d'autre. Bon, mais là, quelqu'un dit qu'il soit blessé ou pas, maintenant, ça ne doit pas être votre préoccupation. Ce qui compte, c'est que vous avanciez. Oui, ça c'est vrai. Et puis Tony qui dit, de toute façon, il n'était pas facile à vivre, caractère dominateur, vous méritez beaucoup mieux. Courage à vous. C'est gentil. Donc passez par ses colocataires, et comme ça vous évitez le contact avec lui. Je crois que c'est préférable là. Hein. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit là. Hein. Et si lui, par exemple, veut, renouer un contact ou revenir, sachant qu'on était vraiment fusionnels. Oui, mais Marie, que voulez-vous, vous ? Moi, je ne veux pas. Mais en fait, je ne sais pas comment réagir par rapport à lui. Oui, mais vous vous définissez trop par rapport à lui. Quand il vous a quitté en vous disant « je ne t'aime plus » et qu'il vous a blessé par ses propos agressifs, il a pensé à vous ? Il a été soucieux de vous, du mal qu'il pouvait vous faire ? Je lui ai posé la question et il m'a dit: je suis méchant, pourquoi tu es méchant, tu me blesses. Bon, donc après il revient, coucou les petits oiseaux et tout va bien ? Non, écoutez, il faut quand même... Donc vous dites bien, Marie, que vous sentiez qu'il s'éloignait, que ça n'allait plus. Donc au fond, qu'il a peut-être, lui, pris la décision que vous n'osiez pas prendre. Donc on voit bien, on entend votre ambivalence, hein, c'est-à-dire qu'au fond, si ce garçon revenait vers vous, peut-être que oui, vous seriez peut-être partante pour renouer. À quel prix ? Parce qu'au fond, cette relation, on entend qu'elle est en train de s'étioler. Donc préservez-vous de cette histoire. Oui. Bon courage, Marie. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Message de l'ami Tintin également pour Marie qui dit: allez Marie, vous êtes aux commandes de votre vie, alors freinez avant d'aller droit dans le mur. Et puis Jeanne également nous envoie un petit email sur le site europe1.fr pour dire je suis passée par une rupture qui ressemblait beaucoup à celle de Marie, avec quelqu'un qui me dévalorisait de plus en plus et en public l'année dernière, même si ça n'était pas pour les mêmes raisons. Choquée, bouleversée et frustrée par la manière dont s'était déroulée cette séparation, j'ai culpabilisé et continué de le voir pour lui faire prendre conscience que je n'étais pas l'unique coupable dans notre relation comme il voulait le faire croire. Au final, c'est moi qui ai souffert à chaque fois que l'on s'est revus. Gardez vos distances, Marie, et protégez-vous. Il a changé, il faut faire son deuil. Pour ma part, je commence juste 1 an après à m'en remettre. Alors courage à vous. Un autre message qui dit: cet homme vous a dévalorisé. Si vraiment vous ne souhaitez pas revenir avec, ne vous laissez pas manipuler. Je voulais saluer Jean-Pierre. Jean-Pierre qui me dit je vais écouter une petite heure seulement car je suis très occupée ces jours-ci. Mathilde est revenue, ou plutôt j'ai retrouvé Mathilde, mais restera-t-elle ? Cela est une autre histoire. Si je m'en vais encore cette fois, je vous appellerai car à mon âge ce serait la fin des haricots. Alors peut-être la suite dans un dans un prochain email. On attend la suite. Mathilde est revenue, comme le chantait le grand Jacques. Écoutez, j'espère qu'elle va rester, et surtout Jean-Pierre. Allez, on va accueillir tout de suite. Je crois que non, c'était Annabelle est pas là. Ah, c'est Frédéric qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est très
angoissant de passer à la radio pour la première fois. J'écoute régulièrement votre émission, dès que je peux, parce que ça n'est pas toujours facile. Oui. Donc, je me suis permise de vous envoyer un mail le jour de Noël, parce que j'étais... Vous avez envoyé un mail à Sophie le jour de Noël, puisque moi j'étais en vacances à ce moment-là. À votre émission, quoi, oui. En fait. Et donc, parce que j'ai passé Noël toute seule. Je suis mariée. Oui. Depuis, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Et puis, mon couple, j'ai l'impression, non, vacille. Et c'est pas la première fois que mon mari me fait des crises. Puisque, il faut que je signale une chose importante. Je le savais quand je l'ai rencontré, qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle bipolaire. Mais il est traité. Il prend régulièrement son traitement. Et puis, la dernière crise remonte au 24 décembre. Donc, vous voyez, c'est tout récent. Nous devions nous rendre dans nos familles et puis... Et oui, qu'est-ce qui fait que vous étiez seule alors le jour de Noël? Il n'était pas... Non, il n'était pas là. Il est parti dans sa famille. Et moi, j'ai pas voulu partir. J'ai pas voulu... Vu l'état dans lequel il était, j'ai pas voulu être présente parce que, si vous voulez, il y a eu une précédente crise en juillet 2005 et ce que je suis en train de revivre, ça ressemble peut-être moins forte actuellement, mais à ce que j'ai vécu en 2005 et ça s'était très mal passé avec ma belle famille et donc j'ai pas voulu recommencer, revivre ça et faire revivre ça aux autres. Parce que là, c'est une période de crise de nouveau Je vous dis, c'est moins fort qu'en 2005. Ça, c'est sûr. Mais bon, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et quand il est dans une période de crise... il se contrôle pas, d'une part, et d'autre part, personne ne peut le raisonner. C'est lui qui a raison, tous les autres ont tort. Donc, si vous voulez, pour éviter tout conflit, j'ai préféré rester chez moi, seule. Enfin, avec mon animal domestique, mais autrement... Mais alors, vous vous posez des questions quant à l'avenir de votre couple? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, c'est vrai que il n'a pas que des torts, j'en ai aussi. Je m'investis énormément dans mon travail. Je suis épanouie dans mon travail et ça, il me le reproche. Pourtant, lui a une bonne profession. D'ailleurs, il vient d'avoir un grade supérieur. Et donc il n'a pas à m'envier de ce côté-là, mais c'est vrai que j'aime mon travail et je m'y investis énormément. Et n'ayant pas d'enfants, c'est vrai que... Oui, heureusement vous avez votre travail, mais... Oui. Enfin bon, ça ne fait pas tout. Non. Et quels sont vos sentiments pour lui? Quand il est en crise, j'ai envie de partir, quoi. Oui. Il peut être violent. Il peut être violent. Oui. Oui. Mais quand il est en crise maniaque? Oui. Ah oui, Enfin bon, il fait peur, quoi. Il fait peur. Je crains pour moi et pour mon animal aussi. Parce que mon animal est très important. J'ai l'impression que... ridicule, non, j'ai l'impression que oui, finalement, vous trouvez auprès de lui une tendresse, une affection que vous ne trouvez pas dans votre couple. Le fait de ne pas avoir d'enfant... Oui, aussi. Oui, mais vous avez quel âge, Frédéric? 43. Oui, vous êtes jeune pour vivre une vie comme celle-là. Donc, sincèrement, je me pose des questions. Je comprends, oui.
Vous avez raison de vous poser des questions. Qu'est-ce qui fait, après tout, que vous devriez supporter comme cela? Alors c'est vrai que j'ai des sentiments, hein, faut pas non plus, sinon je pense qu'il y a belle lurette que je serais partie. Mais quand il est en phase maniaque, comme vous dites... C'est très dur, oui. C'est très très dur. C'est-à-dire que le problème, c'est quand même la violence, parce que ça, c'est assez particulier, hein, parce qu'il y a des personnes dans les troubles bipolaires. Enfin, il y a pas forcément de problème de violence. Donc, il y a aussi d'autres choses. Il y a quand même aussi la problématique de cet homme, hein, derrière. Ah ouais. Aussi, il y a sa personnalité, hein, au-delà de ça. Vous voyez, parce que dans les phases maniaques, il y a cette hyper agitation, mais ça passe pas forcément par des accès de violence. Bon, c'est dur, hein, de toute façon, de vivre auprès de quelqu'un qui... Oui, il a du caractère, hein, en temps normal, il est très caractériel. Avoir du caractère, c'est une chose, mais... Il est susceptible, hein, ça c'est sûr aussi. Oui, d'accord, mais avoir du caractère et être susceptible, c'est une chose. Avoir des accès de violence, c'en est une autre. C'est sûr. Et quand en 2005, ça s'est produit, il a été très violent. Je suis allée me réfugier chez les voisins. J'ai pris mon animal, mon sac, et je me suis réfugiée chez les voisins. Vous êtes aidée, vous, parce que, je veux dire, lui est suivi. Oui. J'imagine, il a un traitement prescrit par un psychiatre. Il est en thérapie. Tout à fait. Et vous, est-ce que vous êtes aidée un peu? Parce que c'est compliqué de vivre auprès de quelqu'un qui souffre de troubles psychiques. Est-ce que vous êtes un peu aidée psychologiquement? Alors j'ai suivi une psychothérapie parce qu'en fait, c'est vrai que, c'est vrai que j'ai un passé entre guillemets lourd, parce que j'ai eu l'impression d'être pas vraiment la bienvenue de la part de mes parents. Je suis l'aînée et j'ai eu cette impression-là d'être rejetée par rapport à ma sœur. Donc j'ai voulu comprendre, donc j'ai été aidée par une psy pendant plusieurs mois. Donc elle m'a aidée et elle m'a dit à vous de voir si vous voulez être aussi son infirmière à vie. Eh oui, c'est bien la question. C'est bien là le problème. Qu'est-ce qui fait que vous prenez en charge à ce point-là? Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir eu une enfance pas malheureuse, hein, pas du tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire, pas maltraitée non plus, hein, loin de là. Mais est-ce que j'ai peut-être manqué d'affection de la part surtout de mon père, et j'essaye de retrouver, de compenser avec mon mari aujourd'hui? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Mais en tout cas, vous avez, pour vous, être aimé, c'est pas quelque chose de simple et de facile. Donc il faut donner beaucoup, hein, pour obtenir très peu. C'est-à-dire que oui, vous prenez en charge un homme là complètement, parce qui s'occupe de vous? Je vais être égoïste, je dirais moi. Ah non, c'est pas être égoïste. Non, c'est important de s'occuper de soi. Mais je suis pas sûre que vous vous occupiez bien de vous. Donc j'aimerais bien que ça soit la réalité pour vous. J'aimerais que ça soit le cas. Mais vu ce que vous me décrivez de votre vie, j'en doute que vous vous occupiez bien de vous, Frédéric. Je pense que vous vous occupez, vous prenez en charge votre mari, votre animal, mais que vous, c'est compliqué. Vous avez du mal à vous occuper de vous. Oui, peut-être, oui. Ouais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de loisirs parce que je m'investis trop dans mon travail.
Mais oui, mais c'est ça, il y a pas... C'est... Alors, un travail, vous l'aimez, ce travail, qu'est-ce que vous faites ? Je suis dans le domaine juridique. Oui. Et c'est toujours ce que je voulais faire. Bon, tant mieux. Là, vous avez une gratification. Mais je me suis battue. Battue. Mais j'entends bien qu'il a fallu beaucoup vous battre. Mais j'entends que dans votre vie, finalement, il y a peu de plaisir. Ah, ça, je suis d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, il me reproche qu'on ne fait pas assez de choses ensemble. Que je suis trop psychorigide. Alors, il me dit immature, et il m'a dit l'autre jour, t'es névrosée. Ah, bah c'est agréable. Oui, c'est gentil de vous dire ça. Ouais. Il a de la chance de vous avoir parce que, franchement, venant de lui, vous voyez, il aurait affaire à quelqu'un de plus méchant en face de lui. Franchement, il est mal placé pour vous dire ça. C'est sûr. Donc, vous n'avez vraiment pas de méchanceté en vous, mais c'est nul de vous dire ça. Mais vous savez, quand ils sont en crise, ces gens-là, je pense oui, qu'ils mais sont pas... non, mais je suis désolée, ça ne justifie pas tout. On n'est quand même pas dans on n'est pas dans la folie, quand on parle de bipolarité. Là, en crise, oui, d'accord, mais on n'est pas dans la folie. Vous voyez, on n'est pas dans la folie. Volontairement, je dis parce que j'entends bien que vous êtes prête à tout justifier, à tout comprendre. Oui, quand ils sont en crise, bien sûr, il y a les troubles psychiques peuvent dire ils ne mesurent pas toujours leurs propos et tout ça. Mais enfin, moi, j'entends pas des propos de quelqu'un qui est forcément en crise. Là, t'es psychorigide, t'es névrosé. C'est pas les propos de quelqu'un qui est en crise forcément. Il y a des comportements d'une personne qui est en crise et tout. Là, c'est assez perfide de vous dire ça. Je pense qu'il y a chez vous une très très grande indulgence, une trop grande indulgence, ouais, et qu'effectivement, vous, comme le dit First Lisa, vous réparez quelque chose, et que le fait d'être en souffrance ne justifie pas non plus tout. Alors effectivement, quelqu'un qui est dans la psychose, dans quelque chose de très lourd, où il y a une perte de contact avec la réalité, fait qu'il n'est plus du tout conscience, plus dans certains états d'excitation extrême, comme on peut l'avoir dans certaines phases maniaques. Oui, là, on n'a plus du tout conscience, mais c'est pas quelqu'un qui est dans des troubles bipolaires, qui a un traitement et tout. On n'est quand même pas on n'est pas dans ce registre-là. On n'est pas non plus dans la psychose. Enfin, vous voyez, il faut quand même relativiser les choses, Ouais, je suis trop, entre guillemets, trop bonne, trop conne, quoi, comme on dit. Vous pouvez pas non plus, on peut pas tout accepter non plus. Oui, c'est certain. Mais quand vous avez quand même des sentiments, c'est dur de... Oui, j'entends ça, mais j'entends bien ça, mais si vous voulez... attention à la dimension sacrificielle, c'est ce que vous disiez aussi, cette psychologue que vous avez vue, c'est-à-dire le côté d'être l'infirmière. Parce que vous voyez, finalement, vous n'êtes pas tellement payé en retour. C'est sûr. Vous donnez, qui s'occupe de vous? Je vous repose la question. Donc c'est important de vous interroger un peu là-dessus, parce qu'il y a quand même, et peut-être que vous n'avez pas assez poussé loin ce travail par rapport à ce père dont vous n'étiez pas suffisamment aimé. Vous choisissez un homme qui va mal, ça décharge, cet homme va mal, il n'y peut rien, il n'a pas choisi d'être en souffrance. Vous avez d'une certaine façon inconsciemment choisi cet homme-là qui va mal, vous réparez quelque chose. Ouais. À quel prix pour vous? Ah, ça c'est sûr, je peux y faire. Alors, il y a des compensations en termes de réparation, mais peut-être qu'il serait bien de vous réparer, vous, un peu intérieurement, de réparer cette petite fille qui n'a pas été suffisamment aimée, pour qu'elle devienne une femme plus épanouie et qui puisse s'épanouir dans une relation. Parce que vous voyez, mon père,
s'est énormément investi dans son travail aussi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression de reproduire ce que j'ai vécu dans mon enfance. Il y a de ça, hein. Oui, mais évidemment. Mais je trouve que, enfin, quand je vous entends, Frédéric, je trouve qu'il y aurait vraiment quelque chose à approfondir dans un travail thérapeutique. Donc vous pensez que je ne suis pas allée assez loin dans le travail? Moi je pense, oui. D'ailleurs il me le dit, hein. Mon mari me le dit. Il me dit t'as arrêté trop tôt. Ben, pour le coup, oui, je lui donne raison. Mais ouais. Mais c'est pas forcément après pour lui quelque chose. Mais je pense que pour vous, c'est très important parce qu'il y a des choses de votre histoire d'enfant qui ont besoin d'être réparées, au lieu que ça soit réparé aujourd'hui dans votre relation d'adulte, pour que vous puissiez un peu vous épanouir dans votre vie de femme. Donc vous me conseilleriez de retourner voir la psy? Ah oui, enfin si ça se passait bien avec elle, oui. Oui, ça se passait bien avec elle. Bah, retournez la voir. Hein. Bien que j'ai fait un travail, quand même, il y a des choses que je ne comprenais pas. Et grâce à elle, ça m'a ouvert les yeux quand même. Hein, Mais c'est pour ça. Retournez la voir. Mais bon, c'est vrai, néanmoins, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je sais pas comment va aller mon couple. Vous voyez, parce que vous voyez, vous pensez d'abord à votre couple avant de penser à vous. De toute façon, je vais vous dire une chose, Frédéric, c'est pas incompatible. Si vous allez mieux, si il y aura aussi votre couple va s'équilibrer, se rééquilibrera autrement. Votre mari vous vous positionnerez différemment par rapport à lui. Peut-être moins soignante, mais finalement, au fond, il vous le reproche parfois. Donc, ça ne sera pas forcément au détriment de votre couple. Donc, quand vous me disiez, je vous posais la question qui s'occupe de vous, vous m'avez répondu égoïstement moi. Je pense que non, vous ne vous occupez pas assez de vous. La preuve en est, vous parlez encore de votre couple comme si vous oubliez vous en tant que personne. Je pense que vous vous oubliez dans cette histoire. Or, un couple, c'est deux personnes. Hein. Je sais, oui. Bon, vous êtes oublié dans l'histoire, donc pensez davantage à vous. Et de toute façon, quand il y en a un des deux qui se fait aider, ça amène un rééquilibrage aussi dans le couple. Parce que l'autre est bien obligé de se redéfinir par rapport à la nouvelle dynamique qui est en train de naître. Hein. Donc, retournez voir cette psychologue et ça ne pourra être que bénéfique de toute façon pour vous. Il y a un message de Guigui qui dit l'accompagnement des conjoints en difficulté psychologique est terriblement dur. Je m'étonne de l'absence d'aide réelle apportée aux conjoints. Et c'est même Guigui qui ajoute, comme dans de nombreux cas, le meilleur moyen pour elle d'aider son conjoint est de penser avant tout à elle. On va conclure là-dessus. Donc, allez parler de vous, vraiment, Frédéric. Au revoir. 39 21, 34 centimes la minute.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous parler de tout ce qui fait votre vie en appelant le 39 21. Et si une histoire vous touche, si vous vous retrouvez dans un témoignage, eh bien, vous pouvez nous rejoindre à tout moment en composant le 39 21. Vous pouvez réagir en nous envoyant vos messages au 7 21 21 en commençant le message par le mot nuit, et vous pouvez également nous envoyer vos emails sur le site europe1.fr. Alors justement, beaucoup de mails qui arrivent pour Frédéric, que nous avions en ligne juste avant le journal de minuit. Frédéric qui nous confiait sa difficulté de vivre auprès d'un homme qui souffrait de troubles bipolaires, mais qui avait aussi d'autres problèmes quand même, de comportement, notamment des accès de violence. Sébastien disait: c'est difficile de vivre comme vous le faites. À vous entendre, vous êtes plus infirmière qu'épouse. Votre mari ne s'en rend pas compte. C'est peut-être pour cela que vous compensez vos manques d'affection avec votre animal domestique. Et vous, dans tout cela et vos loisirs, ne vous oubliez pas. Jackie dit avoir des sentiments pour votre mari n'empêche pas que vous devez vous faire respecter par lui. Vous êtes avant tout sa femme et non sa bonne ou son infirmière. Romuald dit: vous savez, étant issu d'une naissance multiple, je suis d'une fratrie de 3 jumeaux, j'ai eu un sentiment fort de rejet et de dénigrement permanent toute mon enfance et jusqu'à récemment vis-à-vis de mes autres frères. Cela m'a empêché d'avancer. Aujourd'hui, après avoir longuement échangé avec les auditeurs et Caroline voici quelques mois, c'est vrai qu'on avait fait une émission où on avait parlé de la gémellité, j'ai choisi d'être moi, simplement moi, et je n'ai jamais été aussi heureux, aussi libre. Les rapports familiaux sont littéralement transformés, la confiance est là. Émancipez-vous de ce sentiment de rejet familial, il a pu exister, mais vous devez vous aimer, ça vous aidera à faire des choix et donc à avancer. Bon courage à vous. Et puis, il y a également Tiffany qui dit: votre indulgence envers votre mari pourrait vous casser dans votre épanouissement de femme, car vous vous oubliez, voire vous vous effacez totalement. Et puis Tony qui dit: vous avez vous aussi besoin de soutien et d'encouragement dans cette situation. Un message qui arrive au 7 21 21 qui dit: pensez à vous, comprenez-vous dans votre histoire de petite fille et vous verrez alors où vous entraîne votre évolution personnelle. Il y a Daisy qui dit: on devient ce qu'on entend, refusez ces mauvaises paroles et seul réalisez la battante que vous êtes et regardez votre réussite. Ne vous tuez pas à cause de lui, vivez pour vous et vous rendrez heureux votre entourage. On va accueillir maintenant Isabelle. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Je tremble. Non, alors je vais vous aider un petit peu. Vous m'appelez parce que vous avez hérité d'une maison qui est en fait votre maison d'enfance, votre maison, la maison dans laquelle vous avez grandi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, je voulais pas la garder au début parce qu'il y a beaucoup de travaux dedans à faire. Donc c'est vrai que la ville m'a demandé pour la racheter parce qu'en fait, il voudrait l'abattre pour avoir un plus joli point de vue en fait. Et en fait, là, je réalise que maintenant que l'échéance arrive, je sais pas, j'ai plus envie en fait. Je sais plus en fait. Je sais plus. En fait, je sais plus si je dois le faire ou pas. Parce qu'en fait, c'est le dernier lien que j'ai avec mon oncle, en fait, cette maison, en fait, je me rends compte. Votre oncle, alors... Parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu de papa. Enfin, je sais pas qui est mon papa. Je saurais jamais. Ma mère n'a jamais voulu me dire. Elle disait qu'elle savait pas. Enfin, bon, et en fait, il a joué le rôle du papa. C'est lui qui m'a élevée, en fait. En fait, ce qui se passe, à la base... je suis née donc de père inconnu. Ma mère n'a pas su s'occuper de moi
enfin, m'a pas acceptée en fait. Et donc c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Enfin, disons que à l'âge de 5 mois, on m'a mise en nourrice. Et et à l'âge de 3 ans et demi, jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, j'étais en nourrice. Et parce qu'il fallait pas qu'on sache que j'existais en fait, apparemment, parce qu'il y avait pas de papa, quoi. Et à l'époque, on disait fille-mère et c'était très mal vu. Donc, et ma mère m'a toujours dit, de toute façon, que j'étais un accident, que j'étais pas l'enfant de l'amour. Enfin bon. Donc du coup, je crois qu'elle a jamais réussi à m'accepter en fait. Et du coup, j'ai été élevée par ma grand-mère et mon oncle dans cette maison en fait. Et donc ma grand-mère a joué le rôle de la maman et mon oncle, donc c'était le frère de ma mère, son petit frère. Et il a joué à la fois le grand frère, l'oncle et puis le papa un peu quoi. Et en fait c'est le seul qui se soit intéressé à moi. Oui, en fait. qui a eu un lien tendre avec vous et exactement. Affectueux. C'est le seul. Et cet oncle vit dans la maison ? Il est mort. C'est ça le problème, c'est qu'il est mort dans cette maison. Il est mort dans cette maison. C'est pour ça qu'au début, j'en voulais pas de la maison, parce que je savais qu'il était mort dedans, en fait. Et puis maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'arrache encore une fois. Puis on m'a dit qu'on allait la détruire, alors je sais pas, ça me fait un choc. Oui, mais on voit bien qu'au-delà de cette maison, c'est toute une enveloppe protectrice. Enfin, c'est votre oncle, c'est votre histoire, c'est tout ce qui reste d'un lien, d'une filiation. Parce que finalement, moi sur ma petite fiche, j'avais une maison d'enfance, mais c'est une enfance très chaotique, très éclatée, très... Voilà, c'est qu'à la fois il y a des belles choses et en même temps il y a des choses aussi douloureuses. Vous n'y avez pas vécu, vous, dans cette maison ? Si. J'y suis arrivée à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans et demi, vous avez été élevée par votre grand-mère ? La mère de ma mère et cet oncle ? Et mon oncle. Et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 19 ans en fait. D'accord. Après moi je suis partie. D'accord. Et cette maison-là, sinon, qu'est-ce que, comme autre possibilité, qu'avez-vous comme autre possibilité qu'un rachat par la mairie ? Ils veulent pas. Ils disent que si je veux la vendre à quelqu'un d'autre, ils s'y opposeront. Oui, quand la mairie, il y a un droit de préemption. Et vous, vous n'habitez plus dans cette ville. C'est de toute façon. Non. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. Vous auriez aimé, en fait, que cette maison reste. C'est-à-dire que c'est l'image, c'est le fait que cette maison soit détruite qui vous détruit, vous. C'est ça, voilà. Ça me fait mal, en fait. J'ai l'idée Tant qu'elle était là, même si je vivais pas dedans, je savais qu'elle était là. Ça vous rassurait, ça vous sécurisait de savoir qu'il y avait quelque chose qui restait de votre passé. Ouais. Qu'est-ce que vous avez l'impression que si cette maison n'est plus là, qu'est-ce qui se passerait ? Je sais pas, justement, j'ai peur. Je suis en train de réaliser que... Oui, qu'est-ce qui vous fait peur ? J'ai peur d'avoir une grosse blessure. Je sais pas, qu'on m'arrache le dernier lien qu'il y avait avec mon oncle, en fait, je sais pas. Je pourrais plus aller me recueillir quelque part. Quelque part, quand j'y allais, je repensais beaucoup à mon oncle très fort. Je regardais ses affaires. Au début, c'était très douloureux. Et puis après, je sais pas, c'était... Parce que vous pouviez, jusqu'à présent, donc cette maison est à vous, vous pouvez rentrer dans la maison, aller dans la maison. Oui. Si vous la vendiez, cette maison, de toute façon, vous ne pourriez plus y aller. Non. Vous pourriez passer devant. Voilà. Vous pourriez passer devant. Voilà. Donc effectivement, si cette maison n'est plus là, il n'y a plus cette maison.
votre oncle est enterré Oui. dans cette ville? Non, pas dans cette ville, Pas dans mais cette à ville. 30 km de la ville, dans une autre ville. Et vous recueillir sur sa tombe, ça c'est pas la même J'y chose vais pour jamais. vous. Pourquoi? Je sais pas. Ma grand-mère, c'est pareil. Pourtant, je l'aimais très fort et je n'y vais jamais. Je n'ai aucun... je sais pas, ça me parle pas, les tombes, je sais pas. Je passe vite fait comme ça et puis je repars et... Je sais pas pourquoi. Et alors ces affaires justement, les affaires de votre oncle, des objets, des choses qu'il aimait bien, ça vous allez pouvoir les avoir avec vous. Oui, oui. Hein? Moi, j'en ai déjà récupéré beaucoup. Oui. Parce qu'après tout, c'est pour pouvoir penser à lui, c'est ton qui s'est occupé de vous, qui vous a tenu lieu de père, hein, qui vous a apporté beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Il est toujours lui. Vous voyez, même s'il n'est plus en vie, il est toujours très présent dans votre cœur, même s'il n'est plus là physiquement. Il reste très présent. Maison, je vais dans son bureau et c'est des moments où j'étais très apaisée, très. Oui. Je me souviens parce qu'il jouait du piano tout le temps. J'ai été bercée par son piano du matin au soir. Moi, ma chambre était juste au-dessus. Oui. Et donc je vois son piano. C'est une pièce où j'aimais beaucoup, où il m'aidait à faire mes devoirs. J'étais heureuse de rentrer de l'école, de faire mes devoirs avec lui. Et le jardin, on joue ensemble et tout. Et je me dis que si on détruit tout ça, j'ai peur de mal le vivre. Enfin, peut-être que c'est moi qui arrive pas à couper le cordon, je sais pas. C'est ce que je disais, peut-être que j'ai un problème pour couper le cordon et que peut-être qu'il vaudrait mieux tout détruire et passer à autre chose, grandir, quoi, je sais pas. C'est pas si simple. Je sais pas. C'est pas si simple. Je pense que déjà il y a votre histoire qui est compliquée, qui est faite de séparation d'inconnus, de séparation très mal vécue, où vous n'avez pas connu votre père, où on vous a, où il y a eu un secret, où on vous a du coup tenu caché, placé en nourrice à l'âge de 5 mois et demi jusqu'à l'âge de 3 ans. Où finalement, c'est vrai qu'à je ne sais pas à quel âge vous avez, Isabelle. Je viens d'avoir 40 ans. Oui. Et oui, à l'époque, on parlait encore de fille-mère, hein, ce statut, cette image. Ma mère me le disait tout le temps, elle me dit c'est de ta faute si je suis une fille-mère. Et oui, il y avait ce côté encore terrible, cet opprobre jeté sur les femmes, hein, qui n'atteignait pas le statut de femme. Hein, c'est-à-dire, on voyait bien le côté très très humiliant, hein, de fille, elle devenait mère. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne leur octroyait pas cette possibilité. Quand on voit aujourd'hui beaucoup de femmes qui élèvent seules leur enfant ou qui ont un enfant seul, enfin même s'il y a évidemment forcément eu un homme qui a été là, hein, on fait pas encore des bébés toutes seules, mais quand on voit à quel point ça a évolué, à cette époque-là, c'était la honte, hein, qui s'abattait sur les femmes, malheureusement. Et donc, pour les enfants, malheureusement, les enfants portaient ce fardeau-là. Donc, il y a eu tout ça, hein, toute cette histoire-là. Et du coup, vous en avez payé le prix terriblement aussi. Donc aussi le prix de séparation. Donc quand vous dites c'est difficile de couper le cordon, de toute façon, combien même vous n'auriez pas eu cette histoire-là, une maison d'enfance, tous des souvenirs comme ça, heureux et moins heureux, c'est compliqué de voir la maison d'enfance, la maison familiale détruite, parce que on a toujours, par rapport à son enfance, c'est ce qui nous construit, ou nous, il y a toujours une nostalgie de ce qui n'est plus, ou de donc c'est quand vous évoquez ces souvenirs comme ça là très doux avec votre oncle qui jouait du piano, cette musique comme ça qui vous sécurisait, ces moments, vous dire que vous ne pourrez plus être au fond dans cette atmosphère chaleureuse, tout ça, ça vous angoisse, même si au fond ces souvenirs-là, personne ne pourra vous les enlever, Isabelle. Ils font partie de vous, ils sont en vous. Même si la maison n'existe plus.
Alors, il y a Cathy qui dit, est-ce que vous envisageriez, vous, de l'habiter un jour, la maison de vos racines ? Justement, c'est la question que je me pose. Je me dis, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose pour moi, quoi. Est-ce que j'en suis capable ou est-ce que ça va être trop douloureux ? C'est ça aussi, j'arrive pas à me positionner par rapport à ça. C'est ça le problème. C'est que j'ai peur de la voir partir et en même temps, je me dis, si je vivais dedans... Oui. Est-ce que je le vivrais bien ou est-ce que je le vivrais pas voilà, très bien ? Vous ne savez pas. C'est ça aussi. Vous ne savez pas. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Oui, alors il y a peut-être... C'est ça. Que ça me rappellera tout... Est-ce que je serais trop proche aussi ? Enfin, tout ce mélange, je me dis... C'est à double tranchant. Voilà, c'est à double tranchant. Est-ce que je vais être heureuse ou en même temps, est-ce que je vais trop y penser et que ça va me rendre triste ? Et oui, c'est toute la difficulté d'être au fond tellement happé, peut-être aspiré par le passé... que de toute façon qui ne peut plus être, parce que certes vous êtes dans les murs, mais vous ne pouvez pas le revivre. Donc avec quand même cette nostalgie de ce qui n'est plus. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai quand même tendance à pleurer, quoi. Oui, donc c'est pas forcément une bonne chose. Je revois ces affaires, tout au début, chaque papier, j'ai tout gardé, la moindre écriture, tout était... Je pleurais et je gardais tout bien fort contre moi. C'était incroyable, quoi. Maintenant, heureusement, ça c'est moins... Mais peut-être que, si vous voulez, il y a des compromis à faire. C'est-à-dire, par exemple, le piano... Si vous avez la possibilité, bon, ça prend beaucoup de place, mais peut-être avoir, quitte en attendant si vous ne pouvez pas l'avoir chez vous, mais en attendant dans un garde-meuble, mais le piano c'est quelque chose qui a bercé, au sens littéral du terme, votre enfance. Voyez, le garder avec vous, des objets, le bureau de votre oncle, comme dit Coco, enfin, voilà, gardez des choses avec vous. Et puis, je crois aussi à la nécessité d'un travail intérieur sur vous-même par rapport à votre histoire. Est-ce que vous avez fait un travail sur... Oui, j'ai déjà essayé, mais plusieurs fois, ça a été... j'ai claqué la porte. Oui. Et la dernière fois, ça se passait bien, et puis malheureusement, elle changeait de secteur et elle pouvait pas continuer avec moi, et j'ai baissé les bras, en fait. Parce que vous claquiez la porte et vous reveniez ? Non, je claquais la porte et je revenais pas. Mais vous dites, elle a changé de secteur. Donc... Non, parce que j'ai fait plusieurs personnes. Ah oui, mais il y en a une avec qui vous aviez mieux accroché. D'accord. Et puis... Parce que c'est la seule qui m'a dit... qui a compris, en fait. Oui. Et qui m'a dit, mais vous avez été victime de maltraitance, quoi. Par ma mère, quoi. Et jamais personne ne l'avait reconnue jusqu'à présent, quoi. Et c'est vrai que... Et elle, vous n'avez pas pu... Elle a déménagé. Elle est morte aussi. Cette thérapeute est décédée. Ah non, je croyais que vous parliez de ma mère. Non, la thérapeute, elle a changé de secteur. Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas continuer. Donc à chaque fois, je lui ai dit, pour moi, c'est un abandon. Mais tout est forcément, tout est abandon chez vous. Terrible, et c'est pour ça que cette maison est vécue de cette phase. C'est la perte de la maison, la destruction. Vous avez peur aussi d'être en quelque sorte un peu détruite si on détruit la maison. Et c'est pour ça que ça serait important que vous ayez un soutien en parallèle. Et vous pensez que c'est pas une bonne chose alors de l'habiter ? Non. Je suis pas certaine que ça soit une bonne chose pour vous. Parce qu'au fond, j'ai peur que ça vous entraîne vers le passé. Or, vous êtes à un âge, Isabelle, 40 ans, où vous avez beaucoup de choses à vivre. Et alors, il y a Je me sens très vieille, là. Je sais que tout le monde dit 40 ans, c'est pas vieux, mais moi j'ai l'impression d'avoir au moins 10 ans de plus, si c'est pas 15. Mais parce que vous avez déjà vécu beaucoup de choses et il y a beaucoup il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de... parce qu'en 4 ans, j'ai perdu ma grand-mère, mon tonton, mon oncle et ma mère.
Et j'ai tout assumé toute seule. Et j'ai plus que ma tante, mais ma tante, elle n'est pas capable. Elle a des problèmes au niveau... elle est plus... au niveau de la mémoire et tout ça, elle perd un peu elle est plus trop dans la réalité, donc elle peut pas m'aider, quoi. Je comprends que ce soit difficile pour vous, parce que toutes ces deuils, même si vous ne les vivez pas de la même façon, parce qu'on voit bien que c'est votre oncle qui a été le socle pour vous. Ça a été vraiment celui c'est le seul qui m'a donné à un moment un semblant d'équilibre, quoi. Enfin, une sorte d'équilibre, Oui, certainement. Votre équilibre, oui. Là où votre mère vous a maltraité parce que effectivement elle-même a vécu cela comme une honte, a dû être rejetée et malheureusement n'a pas assumé. Et il y a eu de la maltraitance physique aussi après à votre égard? Pas moi, mais malheureusement, j'ai été spectatrice, de ma mère qui frappait ma grand-mère, quoi. Qui lui en voulait de l'avoir mise au monde, qui lui disait qu'elle n'aimait pas la vie, qu'elle avait raté sa vie. Enfin, tout était de la faute de ma grand-mère, quoi. Et moi, j'ai essayé de calmer ma mère, j'ai essayé de les séparer, quoi. C'était pas facile. Moi, je crois qu'il est vraiment important que vous puissiez quand même retrouver quelqu'un pour parler là de tout ce qui se joue, parce que au-delà de cette maison qui fait ressurgir toute votre enfance, elle réveille tout. C'est pour ça que vous vous sentez. J'ai mal à mon enfance là, je crois. Oui, c'est exactement ça. Et que du coup vous vous sentez si vieille alors que vous ne l'êtes pas. Parce que il y a aussi ce sentiment de perte lié à votre oncle, il y a l'image de votre oncle, et pour autant je pense que vivre dans cette maison ne serait pas forcément une bonne chose pour vous. Alors après, il faut peut-être voir sur un plan juridique, mais là vous êtes tellement dans l'émotion que c'est compliqué, parce que c'est vrai que quand les mairies veulent préempter, c'est très compliqué quand une mairie veut mettre j'allais dire le grappin dessus, enfin c'est non mais c'est un peu ça, c'est compliqué. Parce que c'est sur des remparts, alors ils veulent mettre les remparts en valeur et se débarrasser de cette maison qui cache. Alors, il faudrait peut-être voir avec sur un plan quand même juridique, voir un peu ce qu'il en est, quels sont vos droits. Mais tout dépend après ce que vous voulez en faire. Peut-être si pour vous ça serait moins douloureux de la louer, vous voyez, qu'elle ne soit pas détruite. Mais je pense que en faisant un travail sur vous, c'est pas, quand bien même cette maison serait détruite, ça ne vous détruirait pas vous intérieurement, parce que de toute façon vos souvenirs, tout ce que vous avez vécu dans cette maison, ils sont en vous. Personne ne peut vous les enlever. En tout cas, votre témoignage suscite beaucoup d'émotions aussi chez ceux qui nous écoutent. Il y a quelqu'un je vais vous lire des messages qui dit: comme cela doit être difficile pour vous, peut-être vous sentez-vous un peu coupable aussi vis-à-vis de votre oncle, comme si vous le perdiez une seconde fois, parce qu'il est associé à cette maison, quelqu'un qui vous embrasse fort. Et puis, l'ami Tintin dit: allez, dites-vous que c'est un cadeau que votre oncle vous a laissé pour progresser dans l'avenir, finalement. Et puis First Lisa dit: je pense que si vous restiez dans cette maison, vous pourriez régresser. Un autre message qui dit: j'ai connu une chose similaire avec le décès de ma grand-mère et la vente de sa maison. Pour ma part, j'avais l'impression, quand je retournais dans la maison, que le temps était suspendu, comme si elle n'était pas partie. Un autre message, c'est Deridan qui dit: cette maison est faite d'ombre et de lumière, de souvenirs et de manques, mais elle est beaucoup plus sans vous qu'à vous. Ce n'est pourtant pas elle qui est propriétaire de votre vie. Votre bonheur et votre avenir sont ailleurs. C'est très joliment dit et c'est très juste. C'est vrai, je risque de m'enfermer. Oui, moi je pense. De vous enfermer dans votre passé. Or l'avenir, il est à l'extérieur de cette maison.
c'est vrai que là, je me raccroche beaucoup à ça en ce moment. Vous vous raccrochez à ce passé qui n'arrive pas à passer, justement. Donc, c'est pour ça qu'il serait important de vous repencher un petit peu dessus et d'être accompagné. Il y a Jean-Paul qui dit qu'il faut repenser aussi à ces paroles de votre oncle et puis aussi à ces objets auxquels vous êtes attaché. Mais de toute façon, pour penser à votre oncle, vous n'avez pas besoin forcément d'être dans la maison pour penser à lui. Il y a Tony qui dit votre témoignage me touche beaucoup et je compatis. Lucie qui dit la maison c'est une partie de nous-mêmes, qui dit ne pouvez-vous pas la louer, en tout cas tout faire pour la garder. Alors ça c'était au début du témoignage, mais bon on parle de mairie et de mairie qui veut préempter, donc c'est compliqué. Il y a Skinrid qui dit avez-vous quitté cette ville pour rompre avec votre enfance chaotique ou est-ce pour d'autres raisons? Avez-vous ressenti cette impression d'arrachement déjà, ce moment, lorsque vous avez quitté la ville à 19 ans? Ah non, c'était pour fuir ma mère. À ce moment-là. Parce qu'elle était venue vivre dans cette maison. C'est ça aussi, c'est que avant que ma mère vienne, c'était bien, c'était tranquille. J'étais bien avec mon oncle, ma grand-mère, ça se passait très bien. Puis un jour, ma mère est venue habiter avec nous et c'est devenu l'enfer, quoi. Alors, il y a Sergio aussi qui dit « Je suis vraiment touchée par votre histoire et votre émotion liée à cette maison. C'est tellement personnel et intime que les conseils semblent dérisoires. » Sergio qui avait été un des premiers à réagir à votre témoignage. Et puis Violaine qui dit considérez en tout cas Isabelle que c'est une chance d'avoir eu un oncle comme le vôtre. Et Coco qui dit je suis émue par votre souffrance et je trouve que vous avez une grande force malgré cette histoire. Coco qui vous embrasse fort. Et puis je crois que moi je vous encourage quand même à aller un petit peu reparler de tout ça parce que à travers cette maison il y a, vous le dites, vous avez mal à votre enfance et donc c'est important de pouvoir reparler un peu de tout ça. Vous pouvez pas pour le moment prendre une décision comme ça, mais je pense qu'effectivement, je vous donne mon avis, ça serait pas une bonne chose d'aller vivre dans cette maison. Et Catherine dit de toute façon, forcément, ces séparations sont douloureuses pour vous, mais la maison n'est pas la seule raison et que les plus beaux souvenirs sont dans votre cœur. Mais c'est mêlé, il y a les beaux souvenirs et puis il y a aussi des souvenirs beaucoup plus sombres. Oui, c'est ça. Oui. Il y a les deux. Il y a les deux. Et il y a les deux, oui. Donc, c'est important que vous soyez un peu accompagnés. Mais il y a aussi ces moments doux. Et ça, ils sont en vous. C'est aussi ce qui vous a aussi construite. Ne l'oubliez pas, Isabelle. Vous avez aussi cette maison intérieure là. Et c'est ça aussi. Je me dis, je lui ai jamais dit. Et maintenant, je me dis, j'aurais dû lui le dire. Bon, il devait le savoir. Je sais pas s'il s'en rendait compte. Oui, je pense à quel point il a dû le savoir et le sentir, votre oncle. Il devait bien sentir que petite fille, vous manquiez terriblement. Il devait bien savoir à quel point vous étiez terriblement meurtrie et blessée en quête comme ça d'amour. Et c'est certainement pas un hasard s'il vous a autant aimé. C'est vrai qu'on se disait pas, dans cette famille, on se disait pas je t'aime. Mais il n'y avait pas beaucoup de bisous non plus. C'était pas trop... même entre eux. C'est vrai que c'est pas des gens très... Il y avait beaucoup de tension, de toute façon, entre chaque... Mon oncle et ma mère il n'avait pas d'enfant, votre... N'appréciait pas. Comment ? Il n'avait pas d'enfant, votre... Non. Oui, mais il vous a aimé vraiment comme si vous étiez sa fille. Et c'est vrai qu'il a été formidable. Oui. Il m'a appris plein de choses, il s'intéressait à tellement de choses, il était passionnant, il était regardait la lune, et il y avait des télescopes dans le jardin, on a fait tellement de choses superbes, c'est incroyable. Oui, il avait l'air d'être merveilleux cet homme, cet homme qui jouait du piano. Je crois qu'il s'en rendait même pas compte à quel point il se dépréciait et je crois qu'il se rendait pas compte. C'est ça il avait une grande sensibilité. Il s'intéresse à plein de choses. C'est lui qui m'a offert mon premier appareil photo, mon premier microscope. Oui, c'est formidable, de vous avoir ouvert cette... C'est incroyable. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça depuis.
c'est vrai, c'est rare. Je me rends compte maintenant qu'il était rare. Oui, quelqu'un qui a cette curiosité, comme ça, c'est quelqu'un d'un peu... c'est aussi certainement pour ça que vous l'avez aussi tellement touché, parce que vous aviez... finalement, tous les deux, vous étiez différents. Pour des raisons différentes, d'ailleurs. Vous êtes apprivoisés l'un et l'autre. Ouais. Des fois, on se chamaille comme un frère et une sœur. C'est bizarre. Pour manger, par exemple, pour les fraises, à celui qu'on aurait le plus. Ça, c'était drôle, quoi. En même temps, quand j'y repense, je me dis, il y a des moments, c'était comme s'il avait été mon grand frère. Et puis, par moments, il était dur. Il était pas content parce que je faisais pas bien, que j'apprenais pas bien. Alors là, il était autoritaire. Il devenait plus dur comme un papa. Non, c'est vrai que c'est... Il vous a transmis, en tout cas, il vous a laissé beaucoup de belles choses en héritage, bien au-delà de cette maison. Ouais, beaucoup de choses. Oui. Donc, voyez, tout ça, c'est ce qui compte. Il y a les quelques mails pour conclure. Il y a Nadine qui dit « Je ne peux retenir mes larmes en écoutant cette jeune femme. J'ai un père qui ne s'est jamais soucié de moi, ma mère étant décédée en me mettant au monde. Mon oncle m'a élevée. Il n'est plus là, ma tante non plus. Je n'ai plus de famille. Et ils étaient locataires. Plus de 20 ans après, je ne peux toujours pas passer devant cet appartement où j'ai tant connu le bonheur. Alors, je souhaite beaucoup de courage à cette jeune femme, dit Nadine. Et puis Jean qui dit il y a la possibilité de louer la maison dans un premier temps. D'autre part, dans le temps, la préemption peut être retirée. Et voilà, un petit message. Donc peut-être vous renseigner aussi sur le plan juridique. Je vous embrasse fort, Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Colette nous envoie un petit courriel pour dire Isabelle pourrait prendre quelques photos de cette maison pour en garder des souvenirs. Bon courage à elle pour cette décision difficile. Il y a Sergio qui dit il y a vraiment des témoignages qui touchent et qui font aimer l'humain. Il fait référence au témoignage d'Isabelle. C'est vrai que cet oncle avait l'air merveilleux, plein de fantaisie et plein d'humanité. Un message qui dit gardez-la, cette maison. Et un message qui arrive aussi au 7-21-21 qui dit les problèmes de préemption ne se posent que s'il y a vente. Donc si Isabelle veut la louer, il n'y a pas de préemption possible. Si elle la loue, la mairie ne peut rien dire. Ou s'il y a une donation, à ce moment-là, il y a la possibilité, me dit-on, de faire une donation. Effectivement, si elle veut la vendre, la mairie peut préempter. Mais si c'est son bien et qu'elle veut le louer ou faire une donation, dans ces cas-là, la maison, elle peut la conserver. Donc il faut vraiment qu'Isabelle se renseigne, parce que même si elle ne veut pas habiter dans cette maison, elle peut la garder. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc je vous appelle parce que je vis une période assez douloureuse en ce moment. Donc je vais commencer, c'est un peu long et compliqué, donc je vais commencer par le tout début de mon histoire. Donc là j'ai 21 ans. En 2008 j'ai rencontré mon amour, il avait 20 ans. Oui. Et c'était une belle histoire, on a vécu ensemble pendant 2 ans et demi. Donc c'était très fort. En 2009 on a pris un appartement, donc on a vécu ensemble, donc c'était très bien. Le problème, je voyais bien qu'avec ses parents, par exemple, c'était très tendu, parce que notamment ils acceptaient mal son homosexualité, mais ça je m'en doutais. Bon, je voyais qu'il était assez meurtri, on va dire, il se sentait mal aimé, ou je sais pas, il se sentait pas bien. Alors moi, ça me passait un peu au-dessus, parce que si vous voulez, moi je voyais que notre relation, en fait, je veux dire, j'étais très heureux avec lui, on partageait plein de trucs, je le faisais partager assez de choses. Parce que bon, moi je suis assez ouvert, lui était assez timide, donc si vous voulez, voilà, ça allait bien, mais je sentais qu'il manquait par exemple de l'amour de son père. Il me répétait souvent qu'avec son père ça allait pas bien. Bon, puis il souffre aussi que ses parents m'acceptaient pas trop non plus. Voilà. Oui. Mais et en 2010, ça s'est un peu aggravé, c'est même beaucoup aggravé, parce que je l'ai vu de plus en plus se refermer sur lui-même.
Donc ça m'a fait mal, je me mettais même en colère, je lui disais, ressaisis-toi, c'est notre relation, je veux dire, il y a moi quand même, enfin, je veux dire, même si ça va pas avec tes parents, bon, essaye de penser à autre chose, mais il allait pas bien du tout, surtout que d'autant plus que professionnellement ça allait pas. Donc il ratait ses concours, bon, il perdait vite espoir et il s'enfonçait de plus en plus, on va dire, dans la dépression, entre guillemets, il allait vraiment très mal. Oui. Et un matin, donc il y a même pas 2 mois, un mois et demi, on s'est très violemment disputé un soir parce que je voyais bien qu'il allait pas, je l'ai peut-être un peu même bousculé parce que je lui ai dit mais ressaisis-toi, ça va pas. Bon, ben, il me parlait, il avait des idées noires aussi, donc moi ça m'allait pas. Je l'ai même amené chez le docteur pour que le docteur voit ce qu'il a et Oui. essaye de nous aider un peu. Bon, et ce soir-là, ça a pété et le lendemain, donc je me suis levé, il y avait plus personne à la maison. Donc là, je me suis vraiment inquiété. J'ai été frigé à la fenêtre, donc j'ai vu qu'il n'y avait plus sa voiture sur le parking. Et donc là, j'ai vraiment pris peur. Alors j'ai appelé sur son portable maintes et maintes fois. Bon, ça sonnait, ça répondait pas. Donc ça m'inquiétait aussi parce que voilà, j'ai vraiment appelé une bonne centaine de fois dans la journée. Bon, le soir venu, je voyais qu'il venait pas. Donc là, j'ai carrément appelé la police en fait, leur disant que je m'inquiétais parce qu'il avait des idées noires, il n'était plus là. Bon, ils m'ont dit évidemment la procédure habituelle, 48 heures. Hein. Bon, ils s'en foutaient un peu, quoi, pour tout vous dire. Mais bon, j'ai quand même fait la démarche. Et 2 jours après, j'ai un coup de fil m'annonçant que voilà, qui s'était jeté d'une falaise proche de la maison de campagne de ses parents, en fait. Oh, c'est terrible. Ouais. Et voilà, je veux dire, moi, j'ai pris ça comme voilà, ça m'a fait un énorme coup, hein, comme vous pouvez le penser. Et d'autant plus qu'à ce moment, en plus ses parents ont pris un malin plaisir à mettre sa mort sur mon dos. Et donc c'était moi qui l'avais bien manipulé, je sais pas ce qu'ils ont raconté, comme quoi c'est moi qui l'avais tiré du tour et que je l'avais rendu malheureux en gros. Voilà, donc... Oui, mais c'est-à-dire que ils vous l'ont... Enfin, ils vous l'ont dit directement, c'est-à-dire que les parents... vous savez, les suicides, c'est tellement épouvantable, c'est tellement que malheureusement, dans ces cas-là, on cherche comme s'il fallait chercher un coupable, un responsable. Oui, c'est ça. Donc vous me dites, les parents, pour des parents, perdre leur enfant dans ces circonstances-là, c'est voilà, il faut un bouc émissaire, et en l'occurrence le bouc émissaire, malheureusement, c'est vous, Samuel. Hein, c'est vous. Vous dites bon, ils avaient du mal à accepter l'homosexualité de leur fils, et en gros, vous êtes le bouc émissaire tout désigné. Oui. D'autant plus que moi, en plus, je me pose des questions. Des fois, je culpabilise. Je me dis, j'ai même pas su j'ai même pas été foutu d'empêcher ça. Enfin, je veux dire, j'ai dû manquer de quelque chose. Vous voyez, vous avez fait ce que vous avez pu, puisque vous avez quand même fait en sorte qu'il voie un médecin, ce qu'il avait fait. Oui, il avait vu le médecin, il avait vu un médecin généraliste. Oui, c'était un médecin généraliste, mais bon, après, bon, elle nous a juste conseillé de prendre quelques antidépresseurs. Enfin, elle a conseillé de prendre quelques antidépresseurs, parce qu'elle voyait bien que c'était un début de dépression, ou bon, on l'a diagnostiqué comme ça. Elle a diagnostiqué une dépression. Et il avait commencé, il venait de commencer le traitement ? Oui, il commençait à peine, mais... Mais oui, mais c'est le problème, souvent, en plus, il y a un risque, au début particulièrement chez les jeunes gens, hein, la prescription d'antidépresseurs comme ça peut, il y a une surveillance à avoir, parce que bon, si c'était au début, ça peut justement lever un peu des inhibitions et permettre des passages à l'acte. Alors que, à la limite, quand on est vraiment très 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 déprimé, on n'a même pas la force de passer à l'acte. Donc bon, malheureusement, oui, il aurait mieux valu l'orienter, qu'il puisse parler, parce que il exprimait des idées noires, hein, donc pouvoir lui permettre de parler de ces idées noires. Mais non, mais ça se comprend, Samuel. Vous ne pouviez pas imaginer que c'était à ce point-là. Pour moi, puis il était...
enfin, je veux dire, pour moi, c'était impensable, quoi, qu'il fasse ça. C'était. Mais je comprends. Inimaginable, quoi. Moi, j'ai du mal à y croire, même maintenant, si vous voulez savoir. Enfin, je veux dire, je me dis que. Ça s'est passé quand? Ben, il y a un peu plus d'un mois et demi. Ah oui, c'est très très récent. Ouais. Et donc voilà, je pense même à voilà, moi aussi j'ai quelques idées. Je veux dire, je sais pas. Vous avez du mal à réaliser encore. Oui, parce que. Vous avez du mal à réaliser. Oui, c'est trop violent. Écoutez, je vous assure, c'était fort. Lui, vous voyez, il manquait vraiment d'amour et bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Je veux dire, bon, on était très 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 bien, quoi. Je veux dire, c'était tellement fort, si vous voulez, cette connexion, que même après son départ physique, on va dire, j'ai l'impression qu'il continue. Il peut pas. J'ai pas l'impression qu'il est coupé à 100%. Quoi. Oui, mais oui, vous êtes encore. Vous n'avez pas encore intégré, mais déjà c'est compliqué quand il y a un décès, et quand c'est aussi violent et aussi brutal et dans ces circonstances-là. C'est-à-dire que, je passe par des phases aussi où je lui en veux même. Oui, mais ça se comprend. Je me dis bon, pourquoi il a fait ça? Il ne veut pas assez pour. Je sais pas. Puis je sais pas pourquoi il a fait si vite, si violemment, Mais parce qu'il était, en fait, c'était pas. Je crois que c'était pas l'amour qu'il vous portait, mais je crois que la souffrance qu'il avait en lui était plus forte et n'était pas était liée à lui, à son histoire, à une problématique. Vous voyez, c'est bien avant votre rencontre. C'est pas vous qui êtes en cause, et quand bien même vous vous soyez disputés. Hein. Oui, je me disais peut-être que je sais pas. Parce que bon, il s'est renfermé, si vous voulez. Moi, j'ai pris ça un peu à la légère. Je me suis dit bon, il fait un peu pas des caprices, mais il avait tendance à exagérer pour moi. Oui, vous ne pouviez pas imaginer qu'il était aussi mal. Ah non, et si vous voulez... Mais vous savez, il y a des suicides, je reçois un message de Jean-Paul, qui parfois sont malheureusement imprévisibles. Alors c'est vrai qu'il y a des raptus, comme on dit dans notre jargon, qui sont vraiment des passages à l'acte très, très... qui peuvent être... complètement extrêmement brutaux, de presque d'une heure à l'autre, voire où il y avait aucun signe avant-coureur. Parfois, il y a des signes avant-coureurs où il y a des replis sur soi, il y a des idées noires évoquées. Mais c'est vrai que si on n'est pas un peu spécialiste, quand on est trop proche, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on a tendance à banaliser. Un œil plus exercé, d'abord parce qu'on est extérieur, donc on n'a pas cet affectif qui fait que on est pris par la relation d'amour, d'amitié, et donc on ne voit plus les choses comme un professionnel. Et heureusement, un professionnel, lui, va pouvoir poser un diagnostic, voir et même là encore, vous savez que parfois il y a malheureusement des gens en thérapie qui se suicident. Même si quand on a des personnes en thérapie, on est toujours à travailler du côté de la vie, du côté de la pulsion de vie. Malheureusement, parfois on échoue, parce que la pulsion de mort est la plus forte. Si vous voulez, ça m'a remis un peu même à ma place, parce que j'avais tendance avant tout ça d'avoir une autre idée de moi-même, on va dire. Enfin, je me suis dit, moi, c'est impossible qu'il me glisse entre les doigts comme ça, entre guillemets. C'est impossible qu'il me fasse ça, que je sois incapable de l'aider à surmonter toutes ces épreuves, en fait. Mais parce que par moment la souffrance est trop forte. Et que ce qui est terrible souvent, c'est que dans ces cas-là, la personne, elle veut en finir souvent avec la souffrance qui l'habite, et pas forcément avec la vie. C'est ça qui est terrible. Et on se dit, si seulement elle avait pu en parler. Oui, alors c'est savoir tout en noir, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le propre de la dépression
profonde et l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Donc quand il n'y a pas d'issue, on a l'impression que la seule issue, ça peut être malheureusement la mort. Donc c'est mettre un terme mais c'est pas forcément vouloir en finir avec la vie. C'est ça qui est terrible. C'est en finir avec cette douleur morale. Oui. Moi, ce que je comprends pas, Caroline, c'est vraiment en fait le gros du sujet, enfin, de ce que je me pose comme question, c'est je comprends pas. Il y a un tel contraste entre le degré fort de connexion qu'on avait, entre la relation forte qu'on avait, et le fait qu'il m'a abandonné comme ça, aussi subitement en fait. Et ça, je comprendrai jamais, je pense. Enfin, je veux dire. Non, mais il y a quelque chose de, oui, vous avez raison, il y a quelque chose de toujours très énigmatique dans un suicide. C'est vrai. On reste avec un milliard de questions parce que la personne elle-même les attelle. Il y a quelque chose comme ça qui nous laisse sans voix. Et vous parlez d'une déconnexion, oui. C'est-à-dire que vous vous sentez terriblement abandonné. C'est pour ça que vous lui en voulez. Ça peut se comprendre. Et lui se sentait certainement aussi très seul, même si vous étiez là. Mais à ce moment-là, la douleur morale était tellement forte qu'elle envahissait tout. Vraiment. Vous savez, je reçois des messages, il y a Laurent qui dit « La dépression est toujours latente, rampante, et même en cas de pensée mortifère, rien ne permet de penser que la personne dépressive passera ou non à l'acte. Personne n'est responsable d'un passage à l'acte. C'est tellement spontané, immédiat qu'il reste impossible à anticiper. Courage à vous. » Et puis un autre message qui dit témoignage touchant, mais pas de culpabilité, surtout Samuel. Il y a Eridan qui dit votre dignité est magnifique, si cela peut vous consoler, mais je sais que cela ne vous consolera pas. Dites-vous que personne d'autre que lui-même n'aurait pu intervenir à temps pour se sauver. Ne perdez pas en vous l'oiseau bleu, vous êtes jeune, dit Eridan. Je crois que c'est joliment dit. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur pour ceux qui restent, c'est d'autant plus dur que la famille vous accable à leur décharge. Les parents doivent être accablés par la douleur, accablés par la culpabilité, certainement, puisqu'au fond, ils avaient du mal à accepter l'homosexualité de leur fils, et malheureusement le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est, je crois, je ne sais pas le chiffre, 7 fois, je ne sais même pas si c'est pas supérieur au nombre de suicides chez les 7 fois supérieur au nombre de suicides chez les 18-35 ans. C'est déjà très très élevé chez les 18-35 ans. Je crois qu'il est 7 fois, je me demande, supérieur. Je me demande si c'est même... Bon, donc tout ça montre qu'il faut être être à l'écoute des jeunes comme ça qui peuvent. Je ne dis pas que c'est la seule explication, parce que il y a toujours des causes multiples, souvent un suicide, mais c'est aussi des difficultés, ça crée une souffrance, souvent pour des jeunes de jeunes homosexuels et qui ont des difficultés à en parler à leur famille. Donc être à l'écoute, être là. C'est pour ça que je réagis là-dessus. Oui. Mais surtout, dites-vous que vous n'êtes pas responsable, et bon, c'est déjà suffisamment douloureux pour vous, Samuel. Donc, que vous n'auriez pas pu faire plus que ce que vous n'avez fait. Je pense à vous, en tout cas. Je vous embrasse. Merci. Au revoir, Samuel. Je vous souhaite une belle nuit.